Je disais simplement ça pour introduire le fait qu'on va commencer OK. la réunion OVNI Paris. Alors, Oui. déjà, bonsoir à tout le monde. Je vois que les Bonsoir, participants Ah, arrivent. Mhm. On en est à 19, ça continue à monter. Oui. Bienvenue donc à tout le monde pour cette réunion. Alors, le sujet de ce soir, il me paraît, il est vraiment de première importance et sérieux. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire passer. Sinon, je me disais encore une fois, Jean Librero, c'est trop dur, mais non, c'était inévitable, le sujet est trop intéressant. C'est le crash de Cap Girardeau dans le Missouri en 1941. Et OK. 1941, c'est vraiment important aussi en tant que date. Ben oui. 6 ans avant Kenneth Arnold, hein, quand même. Oui. L'occasion, ce qui nous réunit aussi, c'est la sortie prochaine du livre chez Flying Disc France, du livre qui a été écrit à l'origine par Paul Blake Smith, dont son titre en anglais c'est MO41, The Bombshell Before Roswell. Et ça a été traduit, à mon avis, avec mieux, je dirais, par Jean Librero. M041, un crash d'OVNI au Missouri. C'est moins bombastique, mais c'est plus précis, je trouve. OK. Alors, souvent, on entend dire que l'ufologie commence en 1947 avec l'observation de Kenneth Arnold dans l'État de Washington. Vous savez, c'est là que l'expression soucoupe volante a été inventée par les journalistes. Il y a même pas mal de gens qui pensent que l'ufologie et le phénomène OVNI commencent là. Bon, Ouais. la plupart d'entre nous savons qu'il n'en est rien, mais néanmoins, je crois que l'intérêt de cette conférence, c'est de montrer que réellement, il s'est passé bien des choses déjà avant 1947, ne serait-ce qu'aux États-Unis, où c'est quand même un pays qu'on critique et que personnellement je critique, mais néanmoins, pour lequel il nous vient de l'information, alors qu'il faut admettre qu'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui ressort. Coïncidence heureuse, d'ailleurs, l'actualité vient à notre secours, puisqu'une autre affaire de crash d'OVNI vient de sortir tout récemment, et ce n'est pas en 41, c'est en 45. C'est dans le Nouveau-Mexique, pardon. Et c'est décrit dans un livre de Jacques Vallée et Paola Harris. Le titre, c'est Trinity, The Best Kept Secret, et qui va bientôt sortir disponible sur Amazon le 1er juin. Ben, c'est-à-dire que moi, je veux tout de suite vous dire que j'ai commandé cet ouvrage il y a 2 mois et je viens d'être avisé par Amazon que le livre a été annulé. Il ne sera pas publié. C'est le livre Kindle qui est annulé. Ah, peut-être, OK. Mais ils ont décidé de l'étendre, d'en faire une nouvelle version, et cette nouvelle version sera à la fois Kindle et papier. Oui, c'est ça. Et peut-être audio Oui, aussi. c'est ça. Merci de la précision. C'est apprécié, monsieur. Je l'ai appris. Galacteros, voilà. C'est presque gaulois. Hein. Galax, c'est la Gaule, ça. Ah, Oui, si je peux me permettre, pendant qu'on écrivait le livre, au cours des recherches, on a trouvé un troisième témoin. Donc, on a décidé de retirer la première version du livre et de publier une version complète qui doit sortir. On vient de l'annoncer le 1er juin sur Amazon. On va le publier nous-mêmes. À la fois en édition reliée, en édition brochée et à nouveau en édition Kindle. Donc le livre n'a pas été supprimé, il n'a pas été retiré, c'est pas une intervention des services secrets quelque part, c'est nous qui avons décidé de retarder la parution du livre pour qu'il soit complet, qu'il comprenne tous les témoignages. Merci, merci, Jacques. Merci. Tout va bien. Pour le moment. On ne sait jamais. Donc, je vais laisser la parole à Jean Librero, qui va donc, à OVNI Paris, qu'on ne présente plus. C'est un traducteur en dehors pour l'ufologie, mais pas que ça. Il travaille avec la justice française. Et puis maintenant, il est éditeur. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il s'est lancé comme éditeur en collaboration avec Philippe Mantel de Flying Disc. Et il y a un Flying Disc France qui traduit. Et donc, l'activité, c'est pratiquement traduire des livres étrangers en France, ce qui est une très bonne chose. On a vraiment besoin de s'ouvrir au maximum, avec notamment tous les pays européens qui sont autour de nous, et aussi, bien sûr, les États-Unis, ça va de soi. Donc, Jean, c'est à toi. Je vais juste le temps que j'affiche ton PowerPoint. Alors, écran partagé.
Le voici, le voilà. Ah, ça c'est rien. Ça. Donc Jean, tu vois bien ton PowerPoint? Oui, oui, je vois, oui. D'accord, Alors entendu. tu me donnes le top à chaque fois qu'il faut pas changer de slide, tu me dis suivante et puis j'y vais. Hein, ok. Est-ce qu'on me voit sur l'écran quand même ou on voit que le Oui. PowerPoint Oh, oui, Oui, on te voit, On on te te voit, voit. Jean. Oui, on te d'accord. voit. Oui. Ouais, c'est partagé, oui, d'accord. D'accord, bon, eh bien, bien, merci OVNI Paris de m'avoir invité. Merci Patrice. Bien sûr, c'est une joie, c'est un honneur, bien sûr. Hein. OVNI Paris est une structure bien connue en France et c'est vraiment une joie, un honneur de présenter avec l'association. Et puis, donc, je me remercie les personnes présentes, les personnes qui seront présentes, en mon nom, puis au nom de l'association, bien sûr. Merci, Monsieur Jacques Vallée, vraiment très honoré de votre présence. Bien sûr, on a entendu il y a quelques jours parler de votre livre, du livre de Paul Harris. Merci, Rémi, Bruno, François Bourbeau du Québec, et très honoré, et toutes les personnes qui viendront. Monsieur Vallée, nous aurons l'occasion de parler de votre livre dans quelques minutes, hein, évidemment et très certainement, et de vous donner la parole, hein, bien évidemment, si vous acceptez. Donc, ce livre, ce livre a été publié en 2016 par un auteur qui s'appelle Paul Blake Smith, qui est un chercheur indépendant américain qui est originaire du Missouri, qui est né à Cape Girardeau dans le Missouri. Pour des raisons personnelles, familiales, il a été confronté, il a découvert ce sujet de crash d'OVNI en 1941 de manière assez fortuite, il y a quelques années, vers l'an 2000-2010 en fait, donc ça fait pas très très long, ça fait une dizaine d'années. Et il a commencé à enquêter sur le cas. D'autres personnes, en vérité, avaient déjà travaillé sur ce cas. Au même moment, une auteure qui s'appelle Linda Wallace, on va voir quelques indications tout à l'heure, qui a publié un livre en 2015 qui s'appelle Covert Retrieval. C'est également une personne dont la famille était originaire de la région de Cape Girardeau. L'auteur Ryan Wood, qui est le fils de Robert Wood, qui ont publié les documents qu'on appelle Majestic Documents, a écrit un livre en 2005 qui s'appelle Magic Eyes Only, on verra dans la couverture, dont un des chapitres est consacré au cas de Cape Girardeau. En 91, on a eu un chapitre dans le livre de Leonard Stringfield, qui est un spécialiste reconnu des cas de crash d'OVNI, qui écrit une série de livres qui s'appelle les Status Report, et donc le dernier volume qui s'appelle Status Report 6, Inner Sanctum, contient un chapitre consacré à Cape Girardeau avec les témoignages justement du premier témoin de ce cas, qui s'est manifesté précisément en 91. Donc je vais vous présenter très rapidement un peu les témoins, puis on va entrer plus concrètement dans le dossier. Alors, vous avez la première photo, vous avez la tête, le portrait du pasteur, William Huffman. Huffman. Oui. Donc le témoignage n'a pas été donné par le pasteur Huffman, il a été donné par sa petite fille qui s'appelle Charlotte Mann, qu'on va voir dans un moment. Elle a donné son témoignage en 91 dans une lettre qu'elle a envoyée à Raymond Fowler le 6 mai 1991. Cette lettre a été le fameux ufologue, auteur américain Raymond Fowler, qui est auteur de la série The Guardians, que connaissent beaucoup d'entre nous. Et Raymond Fowler a communiqué avec Leonard Stringfield, et Stringfield a lui-même contacté Madame Charlotte Mann, et il a inscrit donc son témoignage dans son livre. On a eu d'autres témoignages par la suite. Donc, je vous montre d'abord quelques photos de la ville de Cape Girardeau, également de la géographie où se situe Cape Girardeau, au Missouri, puis on va entrer dans le témoignage de Charlotte Mann. Donc la photo 2, Patrice. La photo 2, oui, celle-là. Oui, la 2.
Numéro 2, D-E-U-X, 2 en chiffre Je arabe. Je n'ai pas de numéro de photo, mais bon, dis-moi le contenu. Mais la deuxième, la deuxième. Ben, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah, tu n'as pas de photo. D'accord. Alors, de vue de Cap-Gigardeau, bon, ce sont à gauche, vous avez une photo des années 60. Je n'ai pas trouvé vraiment de photo assurée, confirmée des années 40. Également à droite, c'est une vue de la même période. Je l'ai choisi parce qu'on voit un fleuve et donc c'est le Mississippi. Ça indique qu'en vérité, Cap-Gigardeau se trouve au Missouri, sur le bord du Mississippi. La suivante, également une photo de Cap-Gigardeau, également sur le bord du Mississippi. Donc là, c'est une photo, je crois, des années 40. Donc on voit un peu la structure orthogonale, hein, des villes américaines. La suivante, eh bien, c'est l'État du Missouri. Vous avez à droite, hein, le Missouri, vous le voyez avec un petit point, une petite rouge au centre de la photo. C'est la ville de Cap-Gigardeau, voilà. C'est l'image de droite, donc c'est le Missouri, puis vous avez l'Illinois sur la droite, de l'autre côté c'est le Kansas. Voilà. Et les photos de gauche, eh bien, vous voyez le bas de l'État de Missouri, hein, et vous voyez ce petit point tout en bas du Missouri, donc la photo de gauche, et c'est Cap-Gigardeau. Cap-Gigardeau. Et la suivante, eh bien, vous voyez effectivement la photo de gauche, vous voyez tout en haut Cap-Gigardeau. Et en descendant un petit peu, vous voyez l'escalier qui est dessiné, qui dessine le contour d'un comté en vérité. Quand vous descendez un peu cet escalier depuis Cap-Gigardeau, vous arrivez à Chaffee, avec une zone de bois, une zone boisée. Et sur la photo de droite, eh bien, vous avez effectivement cette région de Chaffee. Vous voyez l'anse que fait la rivière, le fleuve Mississippi. C'est la ville de Chaffee. Vous avez des bois sur la droite, donc. Et c'est supposément, évidemment toujours en hypothèse, le lieu du crash, donc à l'est de Chaffee, dans les bois à l'est de Chaffee. Dans les bois, enfin plus exactement dans un champ. À l'époque, c'était un champ. Bon, la photo suivante, c'est encore le pasteur Baptiste William. La photo suivante, le portrait du pasteur William Huffman. C'est Hoffman. Ouais. Comment est-ce que vous dites, François? Son nom de famille, ça se prononce bien en anglais, Hoffman. D'accord, Hoffman. Merci, François. Hoffman. Donc, alors, on va entrer dans le dossier. La photo suivante, si tu veux, c'est Charlotte Mann. Patrice? Oui, affiché, ça y est. D'accord. Alors. Fowler. Ouais. Raymond Fowler. Donc, alors, le témoignage de Charlotte Mann, donc Leonard Stringfield explique dans son status report publié en juillet 1991 qu'il avait reçu une copie d'une lettre de l'enquêteur Raymond Fowler. Une dame du nom de Charlotte Mann avait parlé au téléphone avec Fowler et Fowler depuis le Texas, avait écrit une lettre à Fowler, 6 mai 1991. La lettre contenait le témoignage de sa grand-mère à propos de l'expérience vécue par son mari, le mari de sa grand-mère, c'est son grand-père, le pasteur baptiste William Hoffman en 1941 près de la ville de Cap-Gigardeau. Témoignage se rapporte à un crash d'OVNI survenu dans la période de Pâques en avril 1941 près de la ville de Cap-Gigardeau, Missouri. La date précise de l'incident est indécise. Il se peut que ce soit le samedi du week-end de Pâques, le 12 avril 1941. Donc je précise tout de suite qu'effectivement l'auteur Paul Blake Smith avait indiqué dans son livre en 2016 que la date serait je crois que c'est le samedi 12 avril 1941, donc le week-end de Pâques, le samedi du week-end de Pâques. Et dans la réédition qu'il vient de faire là, en octobre 2020, il revient sur cet avis et exprime qu'en vérité, on n'a pas d'assurance incontournable puisque l'incident se soit déroulé le 12 avril. Donc on ne sait toujours pas quelle est la date de l'incident précisément. Alors, extrait de la lettre de Charlotte Mann, 6 mai 1991. Donc, cet extrait se trouve dans le livre Status Report numéro 6 de Leonard Stringfield. Tu peux montrer l'image 9, l'image suivante. Oui, le voilà. Alors, c'est Leonard Stringfield, hein, c'est ça? Oui. Non, la suivante, Leonard Stringfield, portrait de Leonard Stringfield, donc, d'accord.
Alors, je vais vous lire un extrait. Alors, la plus grande partie de mes informations provient de l'interview de ma grand-mère Floyd alors qu'elle vivait à notre domicile avant sa mort en 1984. Elle ne voulut jamais en parler auparavant car grand-père lui avait dit de ne pas le faire. Donc, c'est Charlotte Mann qui, en 1991, parle de sa grand-mère, de ce que lui a rapporté sa grand-mère. Sa grand-mère vivait au domicile de sa petite fille, en l'occurrence, parce qu'elle était en soins hospitaliers et donc elle résidait chez sa fille pendant certains soins médicaux. C'est sa petite fille, Charlotte. Cela est arrivé au printemps 1941, aux environs de 21h ou 21h30, un soir. Grand-père a reçu un coup de téléphone provenant du poste de police, annonçant qu'ils avaient reçu des déclarations selon lesquelles un avion s'était écrasé en dehors de la ville, lui demandait s'il voulait s'y rendre, au cas où quelqu'un aurait besoin de lui. Bien entendu, il répondit par l'affirmative. Une voiture fut envoyée le prendre. Grand-mère a dit que ce n'était pas une voiture de police, selon le témoignage du grand-père, du pasteur. Après le retour de grand-père cette nuit-là, il expliqua ce qu'il avait vu à grand-mère, à mon père Guy et à mon oncle Wayne, mais qu'il ne devait jamais en reparler puisqu'il avait donné sa parole. Grand-mère affirma qu'il n'en parla en effet plus jamais par la suite. Donc William Hoffman, le pasteur, avait 2 fils, Guy et l'autre Wayne. Et Charlotte est la fille de Guy Hoffman. Grand-père indiqua qu'il ne s'agissait pas d'un avion. Alors, il déclara qu'il s'était rendu en voiture en dehors de la ville à environ 20 à 24 km, s'était garé sur le bas-côté, avait marché 400 mètres dans un champ où il pouvait voir brûler un feu. Grand-père indiqua qu'il ne s'agissait pas d'un avion, que l'objet ne ressemblait à aucun aéronef. Il était brisé, éparpillé aux alentours, un fragment était encore intact. Vous pouvez voir à l'intérieur d'une section ce qui ressemblait à un siège métallique avec un panneau pourvu de nombreux cadrans, jauges, aucun d'eux ne lui paraissait familier. Il ajouta que lorsqu'il arriva sur place, des hommes étaient déjà en train de fouiller les débris, étaient présents des policiers, hommes en civil, des militaires, et 3 cadavres non humains qui avaient été extraits de l'épave, reposés sur le sol. Grand-père a prononcé des prières à leur intention, de sorte qu'il les a vus de près, mais il ne les a pas touchés. Donc le pasteur avait été appelé sur le site, évidemment, pour l'extrême onction catholique ou pour les prières cérémonielles dans le culte protestant. Voilà, je reviendrai plus tard sur les détails de la description si vous le souhaitez. Donc, dans le livre de PBS, on a également un témoignage dans le livre de Paul Blake Smith, on a également un témoignage du pasteur selon sa petite fille. William a pu distinguer le compartiment interne de l'équipage et son contenu. Il y avait quelques petits sièges métalliques de la taille d'un enfant placés devant un panneau de commande, se rappela avec émerveillement l'évangéliste. Il y avait une écriture sur une bande métallique tout autour de l'intérieur de la cabine, des symboles étranges, des petits indicateurs, cadrans à l'intérieur, d'autres éléments impossibles à décrire, bien évidemment. Ensuite, dans le status report, on a les échanges entre Charlotte et Stringman et Stringfield sur la photo du cadavre de Letty soutenu par 2 hommes. Là, c'est un autre aspect, un autre élément du dossier Cap-Girardeau, savoir que William Steinman a communiqué donc à ses fils que des photographes étaient présents, que des photos avaient été prises. Et 2 semaines après l'incident, donc un photographe s'est présenté au domicile. Oui. Au domicile, tu peux montrer la photo, oui, effectivement. Au domicile, c'est la photo c'est pas, ouais, c'est un peu, il faut la 4e ou la 5e par la suite. C'est ce photographe-là? Oui, le photographe, oui, c'est ça. Garland Fronabarger, reporter pour le journal Southern Missourian, était probablement sur le site du crash. Alors, encore une fois, il y a principalement des probabilités pour ce qui est des témoignages sur ce dossier. C'était un photographe, un reporter. Il a été mentionné par certains témoins. Donc une photo aurait été donnée à William Hoffman donc deux semaines par la suite, 2 semaines après l'incident. La photo est restée dans la famille. Elle aurait circulé dans la famille, elle aurait été léguée à Guy Hoffman, le fils. Donc Charlotte Hoffman aurait vu souvent la photo dans les réunions familiales chez son père. Et la photo a été perdue en 1953, aurait été perdue en 1953. Un homme du nom de Wayne Fisk, qui était lui-même photographe, serait venu chez Guy Hoffman, aurait demandé d'emprunter la photographie pour l'analyser, et il n'a jamais restitué, a disparu.
le chercheur Stanton Friedman a enquêté sur l'affaire lorsqu'il a lu le rapport de Leonard Stringfield. Linda Moulton-Howe s'est également impliquée dans le dossier. Stanton Friedman a recherché Wayne Fisk, il l'a retrouvé au Nouveau-Mexique. Et Wayne Fisk a été évasif, puis il a disparu, il n'a jamais expliqué ce qui s'était passé, ni restitué la photographie. Donc, il y a eu des photos, des fakes, des photos, des faux qui ont été faits, présentés comme un extraterrestre soutenu par 2 militaires. Donc, je n'ai pas reproduit ces photos parce que ce sont des reconstitutions donc sans intérêt, d'autant plus que Leonard Stringfield non, ce n'est pas Leonard Stringfield, c'est Ryan Wood qui a, dans les années 2000, quand il a écrit son livre Magic Eyes Only, qu'il a rencontré Charlotte Mann, il a présenté une photo dont il savait que c'était un faux. Il a été transmise, la photo est transmise par Michael Hesemann, qui est un enquêteur d'origine allemande, qui est l'auteur d'un livre très important aussi avec Philip Mantel, entre autres sur le cas Roswell. Monsieur Vallée connaît certainement ce livre. Beyond Roswell, un livre très riche. Et donc c'était une photo conséquemment faux, et donc il l'a montré à Charlotte, et Charlotte effectivement ne savait pas que c'était un faux, mais elle dit non, c'est absolument pas ça, les hommes ne portaient pas des gabardines, c'était en pleine, il faisait très chaud, même si c'était en février, il faisait très très chaud. En avril, pardon, il faisait très chaud, au printemps, il faisait très chaut ce soir-là, donc ils étaient simplement en bras de chemise, voilà, c'était pas il y avait beaucoup d'incohérences, même également la présentation de la figurine. Alors, il y a un documentaire en 2003 sur la chaîne science-fiction Sci-Fi en 2003, avec la photo, la reconstitution du pasteur Hoffman sur le site. Alors, il faut citer évidemment les Majestic documents. J'espère qu'on pourra l'évoquer tout à la fin de l'exposé. Ryan Wood donc a publié les Majestic documents avec son père Robert Wood en 1998. Et dans ces documents, disons qu'il y a au moins deux documents qui peuvent concerner le cas Missouri en 1941. C'est le mémo du président Roosevelt du 27 février 1942 au général Marshall, et un autre mémo de Roosevelt de 1944, du 22 février 1944, un comité dirigé par un Vannevar Bush qui s'appelait le comité pour la science et la technologie non terrestre. On verra, j'ai mis l'image à la fin du PowerPoint, donc on le verra tout à l'heure. J'ai fait un PowerPoint, Jean, aussi, où il y a toutes ces... Oui, on va le montrer. Oui, tout à l'heure. Alors, bon, pour ce qui est du livre de Paul Blake Smith, donc je ne vais pas vous donner sa biographie. Hein, il est né à Cap Girardeau. Il vit également actuellement dans l'ouest du Mississippi. Il travaille sur d'autres livres. Il a écrit 2 livres après donc son livre qui s'appelait MO41. C'est lui-même qui a donné cette désignation MO41 pour Missouri 41. Vous savez qu'aux États-Unis, les États sont désignés par 2 initiales. Et publié en mars 2016, audition mise à jour en octobre 2020. Donc il a écrit ensuite une suite à ce livre qui s'appelle Three Presidents, Two Accidents, publié en novembre 2016, donc qui évoque non seulement évidemment le président Roosevelt, mais le président Truman et également le président Eisenhower. Il parle également du président Kennedy. Ça ferait 4 en vérité. Et Two Accidents, donc un autre dossier. Il a écrit également très récemment donc President Eisenhower's Close Encounters, donc en novembre 2020. C'est un livre qui est un best-seller aux États-Unis sur les rencontres rapprochées du président Eisenhower. Bon. Alors, Paul a été l'invité de nombreuses émissions de radio, Coast to Coast. Il a fait une émission récemment en Angleterre avec le média Outer Limits Magazine en mars 2021. Il a été interviewé par le journaliste également par Linda Moulton-Howe. On retrouve sur le site earthfiles.com.
Alors, les caractéristiques des témoignages dans le livre. Alors là, je n'ai pas d'image de PowerPoint et pour cause, parce que l'un des apports, si l'on peut dire, du livre, qui reprend les travaux antérieurs, les recherches antérieures, mais il a rassemblé les témoignages en ligne. C'est-à-dire qu'il y a des blogs concernant le Missouri sur un blog qui s'appelle Topics. Et donc, les gens s'expriment sur tous les aspects de la vie culturelle, donc régionale, locale. Donc, ça peut être la pêche, tous les sports ou des événements culturels. Là, en l'occurrence, ils ont parlé de l'histoire de un petit blog sur l'histoire de Cap Girardeau. Et donc, ce sujet est venu, un crash en 1941. Et il s'est donc connecté, il a recueilli ces documents, il a essayé de communiquer, mais évidemment, vous allez voir, les personnes ont donné leur témoignage, sont restées toujours anonymes, puis sont parties. Mais vous allez voir que c'est, d'après moi, enfin, je trouve très intéressant de lire, en tout cas, d'écouter ces témoignages. Alors, deux sources principales ont fourni les affirmations et les indices les plus captivants jusqu'à présent. C'est ce que sont les termes de Paul Blake-Smith, offrent les percées les plus importantes depuis l'incursion de Charlotte Mann dans le dossier Cap Girardeau. Presque tous les contributeurs étaient d'accord sur le fait que, selon eux, le site réel de l'accident extraterrestre de 1941 était situé au sud de la ville et du comté de Cap Girardeau, dans le comté voisin de Scott, environ 25 km du centre-ville de Cape Girardeau. Dans le comté de Scott, dans sa partie orientale, non loin de Chaffee, le chef-lieu était Benton, quelques milliers d'habitants. Alors, un des messages disait que le site du crash se trouve sur la propriété d'un de mes amis. Il n'y a aucun problème à regarder le site si c'est tout ce que vous faites. Donc, c'est très laconique. La personne indique qu'il connaît le propriétaire, qui pourra peut-être les guider, mais pas beaucoup d'indices. Sauf que, voilà, c'est dans la région au sud de Cap Girardeau, non loin de Chaffee. Un autre poste était signé sur le pseudo « Je ne fais que demander ». Donc, il y a des pseudonymes « Je ne fais que demander ». I'm just wondering en anglais. Donc, j'ai traduit par « Je ne fais que demander ». On peut traduire de quantité de manières. « Je ne fais que demander ». Originaire de Cleveland, Ohio. Alors, cette mystérieuse personne anonyme répondit sur le forum à ceux qui suggéraient que la localité de Chaffee était le site de l'impact. Il répond « Vous êtes près du but » avec point d'exclamation. Dans un autre poste, il donne des détails. Oui, c'était dans la région de Chaffee. Il y a un homme de Chaffee qui possède un fragment de l'épave. On a toujours fait référence au crash de Cap Girardeau pour brouiller les cartes. Voilà, donc ce sont des témoignages bruts et sans autre corrélation. Autre poste d'autres contributeurs. J'avais toujours entendu que cela était arrivé près de Chaffee et de Benton. Une autre source affirma qu'il avait appris que c'était entre Chaffee et Scott City. Le consensus général situait le site entre les collines à l'est de Chaffee et l'ancienne autoroute 61. Alors au début 2013, le même « Je ne fais que demander » donnait d'autres indices sur un mémorial qui serait sur le lieu du crash. À l'endroit où quelque chose de tragique est survenu, un mémorial est normalement placé. La génération qui suivit ces hommes qui furent témoins de cette nuit dramatique, et en effet la nuit fut dramatique pour eux, donnait beaucoup de valeur à cet endroit. La génération actuelle voit cela comme quelque chose qui a toujours été là. Soyez respectueux de ce que vous trouverez. Voilà le témoignage. Personne dit qu'il y a un mémorial. Il donne peu d'indications précises sur l'emplacement, bien sûr, et il invite simplement les gens qui trouveraient le mémorial à être respectueux, puisque des générations de gens qui ont été choqués, traumatisés, troublés par l'événement ont voulu préserver ce site à titre de mémorial, préserver la mémoire de l'incident, puisqu'officiellement l'incident n'a pas été reconnu, n'existe pas officiellement. Alors qu'il fut sollicité dans plusieurs messages, le mystérieux anonyme « Je me demande seulement » ne se manifesta plus avec de nouveaux indices commentaires, ce qui suggérait qu'il pensait en avoir déjà trop dit. Un autre contributeur a apparu fin mars 2013 sous le pseudo « Toutes les âmes », All Souls. Cela se passa environ 6 km à l'ouest de Grammer, c'est un nom fictif donné par Paul Blake-Smith pour ne pas indiquer publiquement le lieu. Cela placerait l'accident pas trop loin de l'aéroport de Cap Girardeau, mais proche de l'endroit que Je me demande simplement a décrit comme étant le site exact, dans la région de Chaffee. Il ajoutait certains éléments des matériaux du crash furent peut-être entreposés dans une grange détruite il y a 5 ans.
Dans un message, le propriétaire ne veut pas discuter de ce que s'y trouvait dans la grange lorsqu'il avait acheté le bien. Il habite dans les environs. Il ajoute toujours le même, All Souls, toutes les âmes. Après la guerre, des restes furent découverts lorsqu'une citerne fut creusée près du site. Le nouveau propriétaire détruisit la grange il y a 5 ans. Encore un autre message, dernier message de 7 avril 2013. J'en connais autant parce que mes grands-parents possédaient et cultivaient les terres sur le site où le crash a eu lieu. Voilà, on n'a pas plus d'informations dans ces forums topics, mais voilà, ce sont des témoignages évidemment non vérifiables, mais si un jour, effectivement, nous avons la vérité, si une divulgation a lieu un jour proche ou lointain sur les crashs, celui-ci et d'autres, eh bien, ce sera intéressant effectivement de confronter les témoignages, par exemple, ces témoignages virtuels, ces témoignages en ligne. Alors, le livre de Linda Wallace, Covert Retrieval, publié en 2015, donc le PowerPoint, vous avez, oui, moi c'est la 17e, hein, la 17e image. C'est là. Ouais, Covert Retrieval, couverture du livre de Linda Wallace, publié en 2015, auto-édition. Alors là encore, c'est très étonnant, c'est une dame qui habitait dans la région de Missouri, dans la région de Cape Girardeau, exactement la région de Sikeston, qui est une ville à une 60aine de kilomètres au sud de Cape Girardeau, qui est une ville qui héberge jusqu'à présent d'ailleurs une base aérienne, qui était une base aérienne importante en 1941, puisqu'elle était une base de formation de pilotes et de formation de pilotes militaires, de pilotes de chasse, une formation élémentaire de pilotes qui par la suite ont pu participer à la guerre, bien évidemment, puisqu'on est en 41. Encore une fois, le contexte, hein, je voulais le rappeler dès le départ, hein, mais ça m'a échappé. On est en 41, donc on est peu de temps avant l'entrée en guerre des États-Unis. L'entrée en guerre des États-Unis se passe après l'attaque de Pearl Harbor, l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor, 7 décembre 41. Donc c'est l'entrée en guerre des États-Unis. Donc c'est quelques 6 mois après l'incident, le supposé présumé incident de Cape Girardeau. Ces circonstances, bien évidemment, ont favorisé, on peut comprendre qu'elles ont favorisé la dissémination des preuves, des indices concernant cet événement. Alors que Linda Wallace, chercheur indépendant également, son père travaillait sur la base de Sikeston. Tu peux montrer peut-être la photo suivante, c'est son site. Elle a un site dans lequel elle demande toujours des témoignages. Elle ne publie plus d'informations, elle met simplement un mail sur lequel elle demande aux gens de lui écrire. Très étonnant. Paul B. Smith était en contact avec elle quand il a écrit son livre. Et puis ensuite, il a perdu contact avec elle et ne répondait plus aux messages. Voici la base, et récemment, je lui ai écrit, parce que j'ai demandé plus d'informations à Paul Beck Smith. Il m'a donné l'adresse mail qui était sur ce nouveau site, et elle m'a répondu. J'ai eu la joie d'avoir un mail de Linda Wallace il y a 2 jours. Elle continue les études, les enquêtes. Bravo. Oui, elle recueille toujours le témoignage. Voilà la base de Sikeston, donc à l'époque, hein, ça c'est les années 40. Vous voyez, c'est une base pas énorme, mais une base aérienne de formation de pilotes. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans le livre? Alors, Linda Wallace découvrit les recherches de Ryan Wood et son documentaire sur Charlotte Mann, donc c'était en 2003. Elle effectuait des recherches généalogiques, se mit à enquêter du côté de Sikeston, où son père avait travaillé autour de 1941. Il travaillait au Missouri Institute of Aeronautics, qui était basé sur la base de Sikeston, qui est un institut qui avait d'autres sites dans le Missouri. Linda Wallace ne se souvenait pas que son père eût transmis des secrets relatifs à un crash extraterrestre lorsqu'elle était enfant. La famille de Linda avait entendu des rumeurs captivantes, néanmoins. Linda a décidé d'aller inspecter les archives des organismes publics de Sikeston. Aucune archive du mois d'avril 1941 n'existait à la caserne des pompiers, au poste de police, au bureau local du shérif de Sikeston. Il n'y avait aucun article relatif à un quelconque accident dans les archives du journal Sikeston Herald. Quelques-unes des archives étaient sur microfilm pour le printemps, donc rien sur les archives pour le printemps 1941, bien que quelques articles aient été bizarrement découpés ou altérés. Aucune archive datant des années
du Missouri Institute of Aeronautics n'avait pu être trouvée sur l'aérodrome de Sikeston. Donc, elle était très déçue, évidemment, de ne rien trouver du tout dans les archives, mais elle a continué à chercher des témoins. Alors, elle en a trouvé, disons, 3 ou 4. Je vais vous donner 1 ou 2 témoignages. Alors, un témoin qu'elle appelle Ray, R-A-Y. En avril 1941, Ray fut appelé pour intervenir dans l'épisode extraterrestre du fait de son poste au Parks Air College à Cahokia. Donc, Cahokia se trouve plus au nord dans le Missouri et le Parks Air College est également basé à Sikeston. Le Parks Air College, c'est un organisme de formation de pilotes et avec plusieurs sièges, entre autres au Missouri. Donc, il fut envoyé spécifiquement pour aider à charger et à transférer les extraterrestres sans vie qui avaient été récupérés. Donc, on envoie quelqu'un de Cahokia vers Sikeston. En conséquence, il voyagea à bord d'un avion de grande taille jusqu'à l'aérodrome de Sikeston, où les cadavres extraterrestres, probablement le vaisseau extraterrestre lui-même, furent soigneusement entreposés dans un hangar sécurisé dont disposait l'armée avant d'être réexpédiés par avion. Ray était-il en réalité un personnel médical entraîné, expérimenté, ces personnels qui sont désignés régulièrement pour aller ramasser les corps dans les cas d'accident ordinaire, d'accident d'avion. Ray avait connu le père de Linda qui était son chef d'équipe. Ray lui a dit, mon père s'appelait Wallace, Henry Wallace, je crois, et lui, il était très surpris, ouais, il dit, mais j'étais mon chef d'équipe. Alors, un autre témoin, Linda révéla avoir interviewé un citoyen qui restait anonyme, souhaitait rester anonyme, déclara avoir eu connaissance du crash bizarre sur une terre agricole au nord de la ville, au nord de Sikeston, et que lorsque l'incident s'était produit, les résidents de la zone agricole avaient formé de petits groupes pour patrouiller la zone, craignant des ennuis, mais aussi à la recherche de preuves physiques supplémentaires de l'accident aérien. Craignant des ennuis, oui, parce que je n'ai pas décrit tout le récit de Charlotte Mann, mais évidemment, toutes les personnes présentes ont été soumises au secret par les policiers et surtout par les militaires qui se sont présentés sur le site rapidement, sur le site au sud de Cap-Girardeau, dans la région de Chaffee éventuellement, et au nord de Sikeston. Donc les gens savaient peut-être que effectivement les militaires étaient passés, qu'il fallait peut-être être discret, mais ils avaient peut-être preuve de ça causer des ennuis, mais néanmoins ils ont patrouillé. Linda découvrit un homme qu'elle surnomma Sam, dont la grand-mère Judy avait vécu en 1941 dans le secteur au nord de Sikeston et au sud de Cap-Girardeau. Sam rapporta, sa grand-mère était une fillette de 10 ans. Le lendemain de l'incident, les parents de Judy l'emmenèrent dans un bazar où la famille entendit une conversation locale, excitée, sur un atterrissage en catastrophe d'un grand objet dans leur communauté agricole. La conversation portait sur 3 rochers d'apparence métallique. Alors, ces rochers, c'est boulders en anglais, donc des rochers d'apparence métallique qui étaient posés à ce moment-là sur une propriété pas très éloignée. La famille de Judy allait voir le spectacle inhabituel. Il n'était pas seul, d'autres gens s'étaient rassemblés pour observer la scène, curieux, perplexes, surexcités. Un autre témoin, qui s'appelle Jerry, affirma que sa propre famille avait été présente sur la scène MO41, la scène du crash de Cap-Girardeau. Voilà. En grandissant, Jerry a entendu à plusieurs occasions ses grands-parents parler à d'autres membres de la famille de l'étrange objet qui s'était écrasé au sol dans une zone agricole, quelque part au sud de Cape et au nord de Sikeston. Commentaire de l'auteur Blake Smith, ces témoignages recoupent dans une certaine mesure ceux des forums Internet et les témoignages principaux. Déduction, le crash aurait eu lieu entre Cape Girardeau et Sikeston, quelque part du côté de Benton ou de Chaffee. Alors, on a un autre témoignage, je vais faire vite pour pouvoir aborder un peu les documents Majestic, les mémos, qui sont des documents vraiment intéressants, parce que, pour reprendre l'historique, alors le témoignage des sœurs Holt, alors on a un témoignage donc aussi important que celui de Charlotte Mann. Alors la photo suivante, après l'aéroport de l'aérodrome de Sikeston, on a donc le portrait des sœurs Holt. Nous aussi. Oui, d'accord. Les sœurs Lucille et Elaine Holt, dans l'interview pour Grant Cameron, le grand ufologue, on dit canadien, hein, François Bourbeau, puisqu'il n'est pas francophone, on peut dire canadien. Alors, Hélène et Lucille Holt. Alors, ce sont les filles d'un pasteur qui s'appelait
le pasteur Holt, le pasteur Nelson Holt. Alors, ils ont donné une interview en 2009 à Grande Cameron, mais auparavant, ces deux femmes ont écrit une lettre. Elles ont écrit une lettre à un représentant du MUFON Ohio et également un représentant du CUFOS, du Central Inac. C'était le 29 novembre 1999. Donc, c'est environ 10 ans après la lettre de Charlotte Mann. Voilà. Alors, voilà, qu'est-ce qu'elles disent? Elles racontent le témoignage de leur père, qui était un pasteur donc, dans l'Ohio, et qui était allé rendre visite à son cousin à Washington, à l'occasion d'un congrès de pasteurs. Et il avait un cousin à Washington, qui était un homme politique très important, très connu, en vérité l'un des plus importants hommes politiques de l'époque. On a sa photo ensuite, Patrice. Oui. Non, la photo suivante, c'est le portrait du révérend Turner Holt, donc le père des sœurs Holt, à gauche. Et à droite, on a le président Roosevelt, bien sûr. Et à droite de Roosevelt, c'est Cordell Holt, qui était le secrétaire d'État. Cordell Holt a été secrétaire d'État pendant 11 ans consécutifs, ce qui est très rare, même aux États-Unis. Donc, c'est un homme politique majeur. Il était secrétaire d'État jusqu'en 1941, depuis 1933 jusqu'en 1944. 33 à 44. Il a eu le prix Nobel de la paix pour l'organisation, pour la création des Nations Unies après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, à la fin de 1946. Alors, qu'est-ce que vous avez là? La photo suivante, c'est le portrait de Cordell Holt. Donc, voilà. Encore une photo suivante, c'est encore un portrait de Cordell Holt. Alors, quel est le témoignage le témoignage du pasteur Holt à ses filles? C'est un témoignage qu'il leur a fait très peu de temps avant, quelques semaines après. Donc, en 1942, le pasteur Turner Holt était allé rendre visite à son cousin Cordell Holt, alors secrétaire d'État du président Franklin Roosevelt, donc rendre visite à Washington. Le secrétaire avait conduit le pasteur dans les sous-sols du Capitole, où il lui avait montré les débris d'un crash survenu au Missouri en 1941 et 3 corps extraterrestres conservés dans le Formaldehyd Hill. Donc, on s'est demandé à un moment donné, mais comment est-ce que le pasteur a pu savoir ça? C'est des déductions qui étaient faites par la suite. C'est renseigné sur les liquides couleur eau, hein, transparents comme de l'eau, mais qui conservent les corps. Les débris des fragments d'objets étaient très polis et extrêmement légers. La révélation fut faite par le pasteur à sa fille en 48, en fait. En 48. C'est pas immédiatement après. C'est quand même 7 ans après les faits. Donc, il avait vu 3 corps d'1,20 m de long, aux têtes disproportionnées, grands yeux conservés dans des conteneurs, et une épave du vaisseau faite de métal brillant, métaux très légers. Le pasteur a fait le récit identique à une autre fille, à peu près à la même époque. La deuxième sœur a pris l'initiative d'écrire à Allen Hynek, un représentant de MUFON Ohio, après avoir eu connaissance du cas Roswell. La lettre fut postée par les deux sœurs le 29 novembre 1999. Et la sœur aînée, donc, Lucille, est morte en 2009, la même année, en 2009, c'est-à-dire 10 ans après avoir posté la lettre. Quant au pasteur Holt, il est décédé, lui, en 1966. Les créatures plongées dans le fluide ressemblaient à des enfants gris et siphonnés, des crânes ronds normalement grands, 3 récipients en verre. Ce rapport-là, catégoriquement, l'aîné des filles Holt pendant l'enregistrement sur bande magnétique réalisé peu de temps avant sa mort en 2009. Les deux sœurs âgées avaient donné une interview au chercheur canadien Grande Cameron. 3 êtres extraterrestres extraits de vaisseaux écrasés, endommagés, 3 récipients, 3 corps d'extraterrestres, exactement comme près de Cap Girardeau. Les 3 cadavres... on les a décrits. Grands yeux étaient fermés, les entités étranges contenaient le conteneur identiques l'une à l'autre, intactes, pas de blessures, leur taille estimée en 1,20 m, peau grise, mince, longs bras, des jambes grêles, de grosses têtes, des yeux noirs.
Pasteur remarqua que les trois entités avaient toutes trois longs doigts, à chaque main un long pouce. Elles ne possédaient pas d'oreilles, de nez, pas de cheveux. Selon ce que ses filles se rappelaient l'avoir entendu dire, le récit de Holt à ses filles donne un indice clair de la destination de l'épave, des débris des corps après les opérations d'Arville 41 au sud de Cap Girardeau. Là, l'auteur veut dire, on comprend maintenant que l'épave et les corps sont allés à Washington, au Capitole, dans un sous-sol secret du Capitole, pas dans le sous-sol officiel, un sous-sol secret évidemment. La description de Holt coïncide avec celle des restes du cas survenu au Missouri en 1941. Ça, ce sont les termes de Blake Smith. Le nombre exact, la taille, la forme, le poids, les couleurs, tous les détails qui se rapportent également, qui ont été donnés dans cette salle mystérieuse en sous-sol du Capitole, correspondent parfaitement à l'opération découverte au sud-est du Missouri. L'histoire du clergyman Holt contribue à expliquer vers quelle destination les artefacts furent expédiés par avion pour avoir quitté le Missouri. Voilà pour les témoignages principaux. Maintenant, effectivement, donc on a ce livre de Ryan Wood qui était publié en 2005. Je n'ai pas la couverture là, mais qui publie entre autres, qui reprend des documents qu'on appelle les documents majestiques. Alors les documents majestiques, ils ont été publiés, ils ont été divulgués, trouvés, découverts entre 96 et 98. On ne peut pas décrire ça très longuement. Le fameux Thomas Cantwell, soi-disant un agent de la CIA ou du renseignement de l'armée, de l'US Air Force. Il n'y avait pas la CIA. La CIA a été créée en 1948, en janvier 1948, si je ne me trompe. Et donc des renseignements de l'US Air Force. Un agent d'enseignement de l'US Air Force, Thomas Cantwell, qui aurait donné ces documents à l'enquêteur Tim Cooper, dont le père était lui-même un agent de l'Air Force à cette époque-là. Donc ces documents majestiques sont contestés, des avis partagés sur leur authenticité. Certains documents sont considérés authentiques par certains chercheurs, d'autres documents sont considérés faux par les mêmes chercheurs, par d'autres. Pas d'unanimité sur l'ensemble des documents. Néanmoins, un des documents qui est présenté est le mémo dont j'ai parlé, le mémo du 27 février 1942. Donc c'est évidemment après l'incident de Cap Girardeau. Et il renvoie aussi indirectement ou directement à un autre incident que je n'ai pas cité, mais qui est très important, c'est l'incident de la bataille de Los Angeles. On sait qu'il y a eu un incident de la nuit du 25 au 26 ou de la nuit du 24 au 25 février 1942. Donc un objet non identifié qui aurait subi des tirs de DCA, des tirs anti-aériens, je crois 1000 obus ou 1500 obus qui ont été tirés dans la baie de Los Angeles. Et ça, c'est un document, c'est un événement qui n'est pas contesté. Et donc ce mémo se situe 2 jours après l'incident de Los Angeles. Alors voici quelques mots donc de l'auteur Paul B. Smith concernant le livre de Ryan Wood. 7 documents divulgués par 3 sources depuis 1994 fournissent des traces écrites directes et indirectes qui viennent à l'appui des faits et des matériels relatifs à l'incident, concluait l'auteur Ryan Wood dans son fascinant livre Magic Eyes Only, publié en 2005. Il est temps de regarder de plus près quelques-unes des preuves qui soutiennent un incident extraterrestre survenu près de Cap Girardeau en 1941. Alors, le mémo de Roosevelt à Marshall, au général Marshall, le 27 février 1942, donc 8 mois après l'incident de Cap Girardeau. Donc, est-ce qu'on peut avoir l'image, Patrice? Oui. C'est 33, là, moi c'est mon image 33, oui. Non, on va prendre le 32,
Alors le premier, le 31 avec le côté bleu, le petit bandeau bleu sur la gauche. Je ne vois pas trop. The White House, oui. Memorandum for Chief of Staff of the Army. C'est celui-là? Le premier. Ah oui, alors attends, oui. Il y a tellement. Ah oui, c'est ça, oui, 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 oui. Oh là là. Alors, tu n'as pas de numérotation, mon Dieu. Non, après la photo, ouais. Non, après la photo de ça recommence. Non. La photo de qui? Est-ce que tu as la photo où tu vois le MUFON journal? J'ai plein de choses, Jean. Le mémo Roosevelt du 22 février, c'est pas ça que tu veux? Oui, 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 d'accord, ouais. Voilà, c'est ça, du 27 février. Du 22 février, c'est marqué. Non, 27, tu remontes, c'est les premiers, je te demande les premiers, juste avant. C'est celui-là, alors, Jean. Alors, 27 février 42. Oui, le voilà. Tu as du 22. Le 22, c'est celui du 44. Ben là, c'est le 27. Alors voilà, donc là, vous avez simplement la présentation hein, de ce mémo. Donc vous voyez la date hein, quand même, 27 février, White House, donc la Maison Blanche, top secret. Donc le suivant, donc on a, on voit le texte un peu plus clairement. Et dans l'image suivante, eh bien, on a une traduction que j'ai faite hein, moi-même, hein, une traduction libre. Hein. Ouais, c'est celui-là dont tu parles. La consultation avec le docteur Bush et d'autres scientifiques sur les usages pratiques, etc. C'est ça? Oui, 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 oui. Mais moi, je n'arrive plus à l'ouvrir du coup. Quel bon. Je n'arrive plus à l'ouvrir chez moi. Bon, ben, c'est pas grave. Consultation, oui. Ah oui, oui l'image suivante, oui, c'est ça, oui, consultation. Alors, vous avez consultation with Dr. Bush, other scientists, d'accord? Alors, la consultation avec le Dr. Bush et d'autres scientifiques sur les usages pratiques qu'il convient de trouver pour les secrets atomiques appris ou reçus par l'étude des dispositifs célestes, clôture toute discussion intérieure. J'autorise le Dr. Bush à mettre en œuvre le projet sans délai. Alors, ce mémo, en fait, a été commenté, analysé par Ryan Wood, par Linda Moulton Howe. Linda Moulton Howe a donné une conférence en 2005 au congrès, au symposium du MUFON à Denver, Colorado, une conférence d'une heure 30, d'une heure 50 sur les crashs en général, les crashs d'OVNI. Sujet vaste. Elle parle du cas des Cap Girardeau au début. Ryan Wood et d'autres ont commenté donc ce mémo dans le sens que ce mémo, d'après ces chercheurs et d'autres, ne peut pas se rapporter spécifiquement, en tout cas exclusivement, à l'incident qui s'est produit 2 jours avant à Los Angeles. C'est l'avis de ces chercheurs, de ces experts, qui peut être contesté évidemment par d'autres experts ici présents ou à l'avenir, ou qui auraient peut-être été contestés, certainement même. Mais en tout cas, c'est un avis qui peut faire sens, savoir que on suppose que ce message de Roosevelt vient certainement à l'occasion de l'incident de Los Angeles 2 jours avant, mais il fait référence également à peut-être un travail qui est fait depuis au moins 1 an, ou peut-être une dizaine de mois, disons, avec d'autres débris, d'autres technologies étrangères, d'autres secrets atomiques, d'autres dispositifs célestes qui auraient été découverts antérieurement. Donc voilà, l'hypothèse que ça désigne le cas de Girardeau 10 mois auparavant. Donc on a d'autres indices, évidemment. Mais voilà, ce mémo, donc d'après l'auteur, ça signifie que il s'agissait de quelque chose dont l'armée du général Marshall avait pris le contrôle et tenu hors de portée durablement, voilà, jusqu'au début 1942. D'après lui, ça concerne Cap Girardeau.
Et le message direct de Roosevelt au général Marshall serait donc cesser d'accaparer le vaisseau spatial de Missouri, laissez nos cerveaux universitaires l'examiner intensivement puisque votre armée ne nous conduise nulle part. Il y a une autre partie du mémo dans laquelle il invite Marshall à confier les épaves au groupe OSRD, hein, le Office of Scientific Research and Development, qui est un organisme dirigé par Vannevar Bush. Le deuxième mémo est très intéressant. Alors, c'est le mémo du 22 février 1944, donc longtemps après, 3 ans après. Alors, ce document date 3 ans après l'incident de MO 41. On a l'image, effectivement, un peu plus loin. C'est ça. Voilà. Donc, on a un extrait du mémo. Et juste avant, I agree with OSRD proposal of the recommendation. Mise en avant par le docteur Bush et le professeur Einstein. C'est comme ça qui est intéressant, ce nom. Oui. Alors, I also agree. Tu l'as celle-là où tu as la traduction à droite? Oui. Alors, I also agree that application of non-terrestrial know-how in atomic energy must be used in perfect success. Donc, je partage l'avis que l'application du savoir-faire non terrestre en matière d'énergie atomique doit être utilisée pour perfectionner telles armes de guerre afin d'assurer la défaite complète de l'Allemagne et du Japon. Donc, dans ce mémo de Roosevelt adressé à Vannevar Bush et au comité qui s'appelle donc Committee for Special Committee for Non-Terrestrial Science and Technology, le comité spécial pour les sciences et les technologies non terrestres. Donc, dans ce message, on comprend qu'effectivement, il s'agit de récupérer, d'exploiter des technologies extraterrestres dans un effort de guerre. Et on est en pleine guerre. En l'occurrence, on est en février 1944. La guerre n'est pas finie. Et on se recherche évidemment la bombe atomique. Donc, le destinataire du mémorandum nous en dit beaucoup. Comité spécial sur la science et la technologie non terrestre. Qui savait que Roosevelt avait ressenti le besoin pendant sa présidence de créer dans les coulisses un groupe d'études très particulier qui examinerait minutieusement des matériels de notre monde sur lesquels les intérêts américains avaient mis la main. Qu'y avait-il à étudier en 1944 qui soit non terrestre, qui exigeait un groupe spécial et secret de scientifiques? Question, quels étaient les noms des membres de ce comité, leur formation, qualification, quand et où se réunissait le comité non terrestre? Pourquoi le mémo 44 de 1944 est-il estampillé double top secret? Ok. Alors, apparemment, le comité spécial sur la science et la technologie avait travaillé un certain temps sur leur proposition, résuma Ryan Wood sur son site Majestic Document. Ensuite, le dernier, c'est le document de 1947 qui est le White Hot Report du général Twining. C'est un rapport demandé par le président Truman qui avait succédé à Roosevelt en 1945. Et donc c'est le fameux rapport du général Twining qu'on appelle le White Hot Report aussi, qui fait 19 pages. Là, je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Paul Blake-Smith s'il est là, à moins qu'on ait quelques minutes encore. On a encore une minute? Allô? Allô? Tu m'entends là? Ah oui, je t'entends là, oui. Le Zoom s'est amusé à désactiver mon micro, mais c'est pas grave, c'est réactivé. Oui. Oui, bien sûr. On a une petite minute pour... Bien sûr, on a 1 minute ou 2 ou même 5. D'accord. Alors,
Oui, donc le White Hot Report, 19 pages. Donc je l'ai mis dans le PowerPoint, on l'a. Hein. C'est ce que j'ai ajouté au tout dernier moment. Oui, c'est ça. Project White Hot Intelligence Estimate. Attends, je le parcours. Ah, effectivement, il y a pas mal de pages. Tu as cité 3 pages. Voilà. Voilà. Ça commence là. Okay. Ouais. Je te laisse parler. Vas-y, Jean. Ouais. Project White Hot Report du General Twinning au président Truman, 24 septembre 1947. D'accord. Alors là, c'est la première image. Alors donc là, on voit Socorro, New Mexico. Donc c'est interrogatif, mais dans les études, dans les enquêtes donc de Ryan Wood, Ethan Moudono et donc dans le travail de Paul Beck-Smith, le rapport fait référence à plusieurs événements, évidemment à l'incident de Roswell qui s'est déroulé 2 mois auparavant, mais également à d'autres incidents, certainement à Los Angeles. Alors, je vais le reprendre là. Ah oui, non, c'est que là, j'ai rien, je n'ai que sur le PowerPoint. Là, je n'ai pas écrit de texte. Oui, et... Ah oui, alors là, en fait, dans l'image suivante, je l'ai transcrit en anglais. Je voulais le traduire en français par la suite, je ne l'ai pas fait. Donc c'est la section 3 et j'ai mis page 14 parce que ces documents, il faut rappeler qu'ils sont accessibles sur le site majesticdocument.com. Donc beaucoup de documents, Majestic Documents, sont accessibles, une quantité de documents sont accessibles sur ce site. Vous avez une fenêtre, vous indiquez le nom, les caractéristiques du document, et c'est assez facile, c'est très efficace comme recherche, je peux vous dire. Donc c'est la section 3, parce que le document fait 19 pages, donc c'est un PDF, ce sont des PDF. Donc page 14 de ce rapport du 24 septembre, j'ai mis 27, le 24 septembre 1947 de Twinning. Alors, based on all available evidence collected from the recovered exhibits, donc sur la base de la preuve disponible, de la preuve qui a été collectée dans les opérations de récupération, qui ont été étudiées donc par tous ces groupes, AMC, c'est l'Air Material Command, qui était dirigé par le général Twinning lui-même. Les autres, je vous laisse. Il y a Attila, là où il passe. Alors, sont considérés extraterrestres par nature. Cette conclusion a été, on est venu à cette conclusion par une comparaison, résultat d'une comparaison des artefacts découverts en 1941. De la découverte de 1941. Donc, vous savez que l'adjectif vient d'abord en anglais. Donc, selon Ryan Wood et évidemment Paul Beck-Smith et Linda Moulton Howe, donc Comparison of Artifacts Discovery 1941, ben, ça doit se comprendre comme Comparison of Artifacts from the Missouri Discovery. Donc, des artefacts de la découverte du Missouri en 1941. C'est l'hypothèse qui est formulée. La technologie dépasse évidemment la science américaine actuelle et même celle des fusées allemandes, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? La dernière, je l'ai traduite. Alors là, ça c'est la page 16, c'est la section 5, on est dans la section 3, on est dans la section 5, page 16, donc c'est presque à la fin. Alors, dans les premiers mois de 1942 jusqu'à aujourd'hui, des intrusions d'objets aériens non identifiés ont été documentées. Aucune enquête sérieuse n'a été menée par les services de renseignement du gouvernement. Donc là, c'est le général Twinning qui se plaint finalement au président Truman d'un défaut de gestion finalement de tous ces éléments. Même le cas de récupération de 1941 n'a pas donné lieu à une opération unifiée de renseignement dans le but d'exploiter de possibles gains technologiques, à l'exception du projet Manhattan. Donc on a bien la mention donc d'une récupération en 1941. Et donc
but d'exploiter les possibles des gains technologiques, à l'exception du projet Manhattan, évidemment, on comprend que ça signifie que l'exploitation technologique de ces matériaux, de ces matériels, ces artefacts, a été fait au sein du projet Manhattan, donc au sein du projet de recherche de la bombe atomique. Je pense qu'on va entendre M. Jacques Vallée dans quelques minutes. Je suis sûr que vous êtes tous très curieux d'entendre ces observations, ces réflexions sur tous ces sujets. Écoute, je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est la fin de ton programme. La dernière image, c'est 2 photos, 2 vues de Cap Girardeau à l'époque. Hein. Enfin, c'est plutôt années 50, hein, mais voilà, c'est quand même des photos d'époque.